Bon, on va commencer cette affaire. Plutôt, on va continuer cette affaire. Donc, la semaine dernière, on avait terminé sur les effets bénéfiques du resveratrol, je ne sais pas si vous en souvenez, qui est donc un activateur de la sirtuine numéro 1. Ces effets bénéfiques sur la longévité, bien entendu. Voilà. Donc, ça m'avait permis d'introduire les sirtuines. Et je vais aujourd'hui élargir le thème à l'ensemble de la famille en m'appuyant sur une revue générale qui est une revue de Choi et Mostoslavicki qui est parue cette année d'ailleurs en 2014 dans Current Opinion in Genetics and Development. Et ensuite je passerai au vieillissement général et cérébral. Les surdines de mammifères qui sont, comme vous savez, des déacétylases qui dépendent du NAD+. Donc déacétylase, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je retire, là j'ai une acétylase évidemment, et qui ajoute un acétyl sur un NH3 d'une lysine. Une déacétylase, c'est une enzyme qui fait la réaction inverse. Et elles sont NAD+ dépendantes, le NAD étant dans le complexe 1 mitochondrial, ce qui vient de la première étape de la chaîne de transfert des électrons qui conduit à la synthèse d'ATP. Donc il y a aussi du NAD qui est fait dans le cytoplasme par la voie pyruvate-lactate, comme vous allez le voir. Donc les sirtuines de mammifères sont au nombre de 7, donc 7 déacétylases NAD dépendantes, NAD+ dépendantes, et chacune de ces sirtuines a une localisation particulière qui est propre à cette sirtuine et qui est aussi propre au rôle physiologique qu'elle a. Ce qui lie toutes les sirtuines entre elles, c'est évidemment la fonction de déacétylation, dans ce sens-là, et que leur rôle à chacune est donc déterminé par leur cible, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas toutes les mêmes protéines sur lesquelles on doit retirer un acétate, et aussi évidemment par leur localisation. Donc la diapositive que vous voyez ici vous montre qu'il y a une relation avec le métabolisme énergétique. Tout ce qui est en rose, là, c'est le métabolisme énergétique, avec pas mal de choses qui se passent dans la mitochondrie, et aussi avec ce qui se passe au niveau du noyau. Donc sur le plan de la localisation, on a des sirtuines qui sont cytoplasmiques, il y a des sirtuines qui sont nucléaires, il y a des sirtuines qui sont à l'intérieur des mitochondries, et il y a des formes qui sont spécifiquement donc, adressées à ces différents compartiments. Alors, ces différentes localisations des sirtuines, même quand elles sont nucléaires, ne sont évidemment pas en contradiction avec une liaison au métabolisme. Les différents niveaux se trouvent impliqués, que ce soit le noyau ou le cytoplasme, dans... Ça met un peu de gaieté dans un monde si triste. Donc, avec une liaison au métabolisme, puisque ces différents niveaux se trouvent impliqués dans une fonction qui est véritablement importante, sur laquelle je suis souvent venu au cours des dernières années, peut-être même sans que vous en rendiez forcément compte, ni moi non plus d'ailleurs, dans l'ajustement de l'activité métabolique à la disponibilité des nutriments, c'est-à-dire en fonction de ce qui arrive comme nutriments, et en même temps à l'activité nucléaire. On l'a vu, les sirtuines jouent un rôle dans la réparation de l'ADN, dans la DNA damage response, dans la réparation de l'ADN, et les cassures de l'ADN, on en a quand même pas mal parlé, sont provoquées par des superoxydes qui eux-mêmes sont générés par le métabolisme. Donc il n'y a rien que d'extrêmement logique, même si on doit parler pour ces enzymes d'une fonction duale de régulation du métabolisme et de la réparation de l'ADN. Donc c'est ce que cette dualité que cette diapositive prend en compte par ce code couleur un tout petit peu simpliste, du rose pour le métabolisme et du bleu pour la réparation. On notera qu'il y a des sirtuines qui ne sont impliquées que dans le métabolisme, par exemple 7 et 5, ou que dans les activités réparation de l'ADN, par exemple la sirtuine 2, mais que nombre de sirtuines, 1, 3, 4 et 6, donc, sont actives dans les deux types
de fonctions. Alors, pour le métabolisme, je vais vous rappeler des choses relativement simples, mais enfin bon, qui plutôt de base, c'est genre classe de terminale. Enfin, ça fait longtemps que je ne suis plus les programmes de classe de terminale, mais enfin, j'imagine que ça doit être là-dedans. Vous avez le glucose qui est transformé en pyruvate dans le cytoplasme, et c'est le pyruvate qui est internalisé dans les mitochondries et qui entre dans la chaîne qu'on appelle les acides triclardoxyliques, qui est ça en fait, avec en fin de compte ce qui nous intéresse ici, la chaîne de transfert des électrons avec les 4 complexes, plus ici évidemment de la formation d'ATP dans le dernier stade avec partir d'ADP, ADP, ATP, et puis la libération d'ATP. Mais la première étape, qui est l'étape limitante de cette chaîne de transfert des électrons, c'est le complexe 1, qui est un complexe qui est extraordinairement important. Et vous voyez qu'un des métabolites du complexe 1, ou le métabolite essentiel du complexe 1, qui permet le flux de protons dans cette direction-là, et vous avez des protons qui partent à chaque fois dans cette direction-là, et à la fin vous avez une entrée de protons, et cette entrée de protons est liée à la production d'ATP. Donc cette étape-là produit du NAD+, et c'est du NAD+, qui peut activer les sirtuines. Il y a un autre site de formation de NAD+, c'est dans le cytoplasme, avec une voie qui est une voie anaérobique de formation d'énergie, de formation de lactate en fait, qui est donc la transformation de NADH en NAD+, dans la transformation du pyruvate en lactate. Ce n'est pas une voie qui est extraordinairement efficace. Hein. Celle-là, elle produit 36 mol d'ATP par mol de glucose. Là, c'est beaucoup moins efficace, mais elle est très importante dans les situations d'hypoxie, évidemment. Mais quand les muscles sont très fatigués, la crampe est liée en fait à l'accumulation de lactate. Mais dans le système nerveux, ce lactate, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, est produit par les astrocytes à partir du glucose, pyruvate, pyruvate lactate, selon ce schéma-là. Évidemment, il y a du glucose qui rentre dans la voie classique, qui est celle-là, mais le lactate est directement capturé par les neurones, et j'avais insisté plusieurs fois sur les travaux de Magistretti qui montrent que dans les neurones, cette source d'énergie est une source absolument essentielle pour les fonctions cognitives en particulier. Donc, il reste qu'il y a pas mal de sites de production de NAD+, et c'est ça sur quoi, évidemment, je voulais insister en vous rappelant ces étapes élémentaires, si j'ose dire, du métabolisme énergétique. Donc, je vais me concentrer là, dans un petit moment, essentiellement sur les sirtuines et leur rôle, en particulier dans la réparation de l'ADN. Et je vais faire l'impasse sur les différentes formes de réparation. Hein. Je ne vais pas vous les redécrire, elles vous sont désormais familières, vous en souvenez, elles sont décrites ici plus ou moins. Et je passe directement à la sirtuine 1. La sirtuine 1, en fait, joue un rôle dans la recombinaison homologue, donc dans cette réparation qui ne se fait que dans les cellules qui prolifèrent, puisqu'il faut faire un deuxième brin, une deuxième chromatine, et dans les cellules en division, et en régulant l'activité de plusieurs protéines, dont RAD51, qui est exprimée ici et qui est très importante dans une des étapes de cette recombinaison homologue. Elle joue aussi un rôle très important dans la réparation par non-homologous adjoining, ce que j'appelle le raboutage, qui se produit à la fois dans les cellules en division, mais aussi dans les cellules post-mitotiques, c'est-à-dire qui ne sont plus capables de se diviser, car la sirtuine 1 a un rôle important au niveau de ATM, qui est une des protéines qui phosphoryle pas mal d'autres protéines, en particulier l'histone H2AX, qui est impliquée dans la réparation des doubles brins. Donc, elle prolonge ATM, HDAC, excusez-moi, la sirtuine 1 joue un rôle donc dans cette réparation par raboutage à travers une coopération avec ATM. Donc, elle prolonge en fait l'activité d'ATM. Et aussi, elle joue sur HDAC1, sur lequel je reviendrai. HDAC1, c'est une histone déacétylase qui est déacétylée par la sirtuine
sur les sites de cassure double brin dans les neurones postmitotiques. Donc ça, j'y reviendrai peut-être, ce n'est pas très important. On note aussi, via l'activité NER, ici, c'est-à-dire nucléotide excision repair, qui est là, qu'il y a une déacétylation qui se produit à ce niveau-là et qui est importante pour la mise en route de ces enzymes qui sont des enzymes de réparation. Donc ça, c'est pour la sirtuine 1. La sirtuine 6, elle aussi, est très proche de la sirtuine 1 dans sa double fonction de réparation via les voies par recombinaison homologue ou par NHEJ. La sirtuine 2, comme vous l'avez vu ici, la sirtuine 2, elle, est purement nucléaire et elle joue plutôt un rôle dans la prolifération et la réponse au stress réplicatif, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas un rôle absolument essentiel dans la réparation. Ça, c'est le stress réplicatif et ça, c'est la régulation de l'entrée en mitose. Donc, si je me focalise un tout petit peu sur la sirtuine 1, ça va être à travers une revue publiée dans Neurone en 2014 aussi. Je crois que c'est cette revue-là. Non, c'est pas celle-là, c'est pas grave. Oui, non, c'est celle-là. Cette revue-là qui a été publiée cette année, donc. Et sur une discussion sur le rôle de la sirtuine 1 dans le développement et dans la sénescence du système nerveux. Donc, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, les sirtuines ont une action importante dans l'élongation des axones, la croissance axonale, donc, dans le branchement des dendrites, dans la façon dont les dendrites peuvent couvrir une surface assez importante, et aussi dans le lignage et la différenciation des cellules souches neurales. Alors, dans l'hypothalamus, elles affectent les rythmes circadiens, on va parler beaucoup de rythmes circadiens aujourd'hui, et des fonctions endocrines et aussi le comportement alimentaire. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est que chez l'adulte, la sirtuine 1 a un rôle à jouer dans la plasticité synaptique et la mémorisation. Donc, elle a aussi, j'y reviendrai plus tard, un rôle positif dans plusieurs modèles animaux de maladies neurodégénératives, dont les maladies de Parkinson, Alzheimer et Huntington, plus, pour faire bonne mesure, la sclérose en plaques. Ce sont des associations qui sont, à mon avis, relativement importantes parce que nous disposons de petites molécules, comme vous le savez, naturelles, c'est le resveratrol, ou synthétiques, qui activent les sirtuines, qui activent sirtuine 1 en particulier, même s'il faut être prudent, évidemment, sur les effets secondaires de ces molécules. On en avait parlé la semaine dernière, en particulier pour ce qui est de la formation de tumeurs. Donc la revue de ces deux collègues est un peu catalogue, je ne cacherai pas si vous allez la voir, mais je trouve qu'elle a un mérite, c'est qu'elle souligne le rôle très large de cette enzyme dans la physiologie cérébrale. Donc un premier aspect, et simplement, enfin tout simplement, le premier aspect est un aspect cognitif, comme je vous disais. Donc si on invalide la sirtuine 1, c'est-à-dire qu'on retire le gène de sirtuine 1 dans une souris, enfin un knockout, la souris invalidée a des neurones dont les dendrites sont plus courts, je le disais tout à l'heure, et surtout de moindre complexité. Donc en fait, elle a une arborisation dendritique qui est un petit peu faiblarde. Et cela est particulièrement observable au niveau de l'hippocampe, dans la région CA1 que vous voyez ici. Maintenant, vous connaissez bien l'hippocampe, hein, c'est une région qui est impliquée dans les processus cognitifs. C'est là où la mémoire entre, d'une certaine façon, dans le cerveau, pour faire simple. Et ce rôle cognitif de C1 est traduit, est lié, si vous voulez, à ces projections sur ce qu'on appelle le cortex entorhinal, qui est responsable pour ce qu'on appelle la mémoire déclarative, c'est-à-dire sur des données que l'on peut rappeler et énoncer verbalement. Ah, hier j'ai été manger chez ma belle-mère. Pas vrai, mais bon. Donc il peut le dire, voilà. Donc s'il s'en souvient. Donc c'est une région, le cortex entorhinal, qui est riche dans les cas de maladie d'Alzheimer, qui est riche en plaques amyloïdes.
dire ces plaques de dépôt insolubles, qui d'ailleurs pourraient venir de l'hippocampe, puisque c'est là que les plaques se font d'abord, et il y a une théorie qui voudrait que ces éléments insolubles soient en fait, comme les prions, des éléments infectieux. C'est-à-dire que si j'ai des plaques qui sont faites à ce niveau-là, qui vont se balader par l'axone du côté du cortex entorhinal, ils vont induire des plaques dans le cortex entorhinal. Puis après, des plaques partout. Voilà. Donc, ça prend du temps quand même. Donc, ça, c'est comme d'habitude, évidemment, je me perds dans toutes mes histoires, mais... Donc, sur le plan génétique, hein, de nombreux gènes qui sont importants pour les fonctions synaptiques et les fonctions métaboliques sont dérégulés chez cette souris dans laquelle on a retiré le gène de la sirtuine. Ce qui explique une moindre plasticité synaptique. Donc, il y a une explication moléculaire, évidemment, je vous la montre ici, c'est que sirtuane interagit avec un facteur de transcription, c'est-à-dire un facteur qui régule l'expression génétique, qui en fait s'appelle YY1. Il y a ici l'interaction entre sirtuane et YY1. Et cette interaction régule l'expression ou l'expression d'un petit ARN qu'on appelle un micro-ARN. En l'occurrence, il s'agit de MIR134. Voici. Donc, en fait, si j'ai cette interaction, je n'ai plus MIR134. Or, MIR134, c'est un micro-ARN qui hybride avec les domaines 3' terminaux du BDNF, qui est un facteur de croissance important dans le système nerveux, et de Krebs, dont on a souvent parlé. L'année dernière, je parlais de Krebs, par exemple, par rapport à l'apprentissage du réflexe de retrait du siphon dans la plésie, tel qu'il a été étudié par le groupe de Candel. Mais c'est une protéine qui est extraordinairement importante dans la régulation, dans la régulation du contrôle de l'expression de gènes impliqués dans la mémorisation et dans l'apprentissage. Donc en fait, si je bloque l'expression de MIR134, j'ai moins de cette hybridation de MIR134 avec la région 3' terminale non codante de gènes qui sont importants, et du coup j'empêche la dégradation du messager, ou en tout cas l'arrêt de la biosynthèse de la protéine, ce qui sont les deux façons d'agir d'un micro-ARN. Et du coup, j'augmente la quantité des messagers et j'augmente mes capacités cognitives. Donc c'est un des modes d'action qui a été proposé pour la sirtuine A dans les questions de régulation des fonctions cognitives. La spécificité d'interaction, évidemment, entre le micro-ARN et la région 3' terminale de mon messager est liée à une hybridation spécifique à cause des séquences du micro-ARN. Voilà. Alors, au-delà des fonctions synaptiques, il y a aussi des fonctions endocriniennes qui sont très importantes et qui sont liées à l'expression de sirtuane dans le thalamus, dans l'hypothalamus, excusez-moi. Donc l'hypothalamus, c'est quoi l'hypothalamus? Là, vous avez le schéma de projection de l'hippocampe sur différentes régions du cortex, pour ceux que ça intéresse. Donc l'hypothalamus, qu'est-ce que c'est? C'est une petite structure qui est, comme son nom l'indique, sous le thalamus. Hein, donc ça, c'est pas... on aurait pu le deviner. Mais c'est une région importante parce qu'elle contrôle, par ses interactions avec l'hypophyse, qu'on appelle aussi la tige pituitaire, beaucoup de fonctions physiologiques qui sont essentielles, dont la reproduction, c'est peut-être pas la plus essentielle de toutes, mais en tout cas la thermorégulation, les rythmes circadiens et la prise alimentaire. Donc, voilà, vous avez ici votre hypothalamus avec différents noyaux de l'hypothalamus qui sont impliqués dans ces différentes fonctions. Donc, il y a un code couleur pour les régions dans lesquelles l'expression de sirtuane est importante pour les différents types de fonctions qu'on peut avoir. Donc, évidemment, c'est comme une espèce d'horloge centrale. D'ailleurs, quand je dis une horloge centrale, c'est effectivement une horloge centrale quand on pense à la question des cycles nictiméraux, des cycles circadiens, jour-nuit. Donc, dans ce cas, je vais pas mal insister aujourd'hui parce que c'est une chose extraordinairement importante que les cycles circadiens pour ce qui est d'une physiologie correcte. Donc, sirtuane est donc exprimé dans les régions qui contrôlent les rythmes circadiens et la prise alimentaire.
Alors vous avez le noyau arqué, arc ici, qui est impliqué dans la régulation de l'appétit, de l'immunité adaptative, c'est-à-dire la formation des hémoglobines, et aussi les circuits de récompense, donc l'addiction. Vous avez aussi l'hypothalamus ventromédian, qui doit être en vert ici, oui, VMH, qui lui est latéral, le LH, qui est un petit peu ici, qui eux sont impliqués dans la prise alimentaire. Donc des dérèglements à ce niveau-là entraînent des obésités ou au contraire des anorexies. Et puis vous avez le noyau suprachiasmatique qui lui est particulièrement intéressant parce que c'est dans le noyau suprachiasmatique que la sirtuine régule les comportements circadiens. Donc ici vous avez donc les différentes fonctions qui sont régulées, que je vous ai écrites avec le code couleur. Et je vais attirer votre attention sur deux points essentiels. Le premier, c'est que le contrôle de la prise alimentaire introduit la notion de ce qu'on appelle la restriction calorique et du rôle que cette restriction calorique joue dans la longévité. Vous savez qu'il y a des gens qui arrêtent de manger pour vivre plus longtemps. Oui. Donc je pense que j'en parlerai de la restriction calorique plus tard, peut-être si j'ai le temps dans le cours. Ce sera la dernière année de cours sur ces questions un petit peu de longévité. L'année prochaine, on fera autre chose. Donc le second point, sur lequel j'insisterai, vous l'avez compris, c'est les rythmes circadiens. Donc Sirtuane, via son interaction avec une protéine qui s'appelle PGC1 alpha, sur laquelle je reviendrai, quel D-acétyl d'ailleurs, c'est un cofacteur, PGC alpha, c'est un cofacteur transcriptionnel de pas mal de ce qu'on appelle des récepteurs nucléaires, c'est-à-dire des protéines qui vont dans le noyau quand elles sont liées par exemple à de l'acide rétinoïque ou à des progestérones ou à des estrogènes, etc. Donc l'interaction de la sirtuane avec PGC1 alpha, vous verrez tout à l'heure que c'est une interaction directe, mais aussi la déacétylation de PGC1 alpha entraîne la synthèse de deux protéines, de deux gènes, l'expression de deux gènes très importants qui sont CLOCK et B-1. Donc ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que CLOCK et B-1, eux, ils activent l'expression de période et de crypte qui sont aussi... Alors vous voyez que si ça c'est périodique, ça l'est aussi, mais ce qui se passe c'est que celui-là il revient pour inhiber là. Donc vous voyez que si vous avez l'activation, que cela active quelque chose qui les inhibe, vous comprenez tout de suite que vous avez une oscillation qui peut se mettre en route. C'est-à-dire que quand ça devient trop fort, ça devient très fort, mais si ça devient très fort, alors je baisse ici. Donc j'ai une rétroaction, j'ai une boucle de rétroaction qui induit en fait une oscillation. Et cette oscillation est donc, via l'interaction entre SIRT et PGC1 alpha, est régulée par la sirtuine. Donc je reviendrai plus tard à travers une revue très intéressante du groupe de Paolo Sassone-Corsi. Donc je passe assez rapidement sur les maladies neurodégénératives, enfin sans les oublier quand même. On y a déjà consacré pas mal de temps, la semaine dernière. Je rappelle que sirtuane a été mis en cause dans la maladie d'Alzheimer, et dans plusieurs troubles neurologiques, dont la maladie d'Alzheimer, à travers l'inhibition d'une kinase qui s'appelle ROC1. Et en fait, et à travers aussi l'expression de ADAM10, qui est une métalloprotéase. Donc ici, j'active l'expression d'une métalloprotéase et j'inhibe ROC1. Et le résultat de ça, c'est que j'ai une augmentation de clivage en alpha du précurseur de la protéine amyloïde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça, c'est le précurseur, c'est une protéine transmembranaire. Si je clive en alpha, je fais quelque chose qui ici active la prolifération des cellules souches. Mais si je clive en alpha, en bêta et en gamma, alors je fais un peptide qui est un peptide toxique. Donc quand je fais ça, c'est que j'accrois la sécrétion en alpha. Non seulement j'augmente la neurogénèse, mais en même temps j'empêche la formation du peptide toxique. Donc la sirtuine 1 joue dans la maladie d'Alzheimer un rôle à ce niveau-là. Et pour ce qui est de la formation de ce qu'on appelle les tangles, c'est-à-dire des agrégats protéiques qui impliquent le microtubule et en particulier les protéines tau, il se trouve que la sirtuine déacétyle tau.
Et quand je déacétyle le taux, alors je permets le taux toxique en particulier, je permets son ubiquitinylation, c'est-à-dire la liaison de petites molécules à taux qui l'entraînent vers une voie de dégradation. C'est-à-dire qu'en fait, la sirtuine permet de faire plus de formes normales d'APP, en même temps empêche que ne s'accumulent les formes anormales de taux qui entraînent cette formation de ce qu'on appelle les neurofibrillary tangles. Donc, ce n'est pas impossible que, effectivement, la sirtuine 1 soit bien sympa contre la neurodégénérescence pour ces maladies. Dans le cas de la maladie de Parkinson, par exemple ici, la sirtuine, en se fixant sur le heat shock factor 1, permet la synthèse de heat shock protéines. Et les heat shock protéines sont des protéines qui permettent d'empêcher, si vous voulez, l'agrégation des protéines, la renature des protéines. Et de nouveau, toutes ces maladies neurodégénératives sont très souvent liées à des formations d'agrégats. Et là, ces agrégats, par exemple de l'alpha-synucléine, qui est une protéine qui forme des agrégats, ou les corps de Lewy, si vous voulez, se regarder la littérature, dans ces neurones. Donc là aussi, la sirtuine semble avoir une action tout à fait efficace contre la maladie de Parkinson. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a pas mal d'éléments qui montrent que cette déacétylase est aussi importante pour lutter contre la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotrophique. Donc c'est intéressant, donc ça semble être une sorte de carrefour, si vous voulez, dans pas mal de ces maladies. C'est un élément important, si vous voulez, du puzzle neurodégénératif ou vieillissement anormal du système nerveux. Donc avant de passer au point suivant, qui sont la nutrition et les horloges circadiennes, je vous rappelle que, comme je l'ai souvent fait, si nous parlons des maladies dans un cours longévité, parce que ce qui est important ici, c'est la longévité, c'est ça qui nous intéresse en fait. C'est parce que ces maladies, je l'ai souvent dit, même quand elles sont d'origine génétique, ne se déclarent que tardivement au cours de la vie, ce qui veut dire qu'il y a un élément vieillissement qui permet le déclenchement de la maladie, même quand elle est génétiquement. Ça n'arrive pas à 4 ans. Même si on a la forme mutée, ce n'est pas à 4 ans qu'on tombe malade, c'est à 50. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses qui sont du vieillissement, qui facilitent l'apparition de la maladie, même quand elle est sous forme génétique. Et si j'insiste là-dessus, c'est peut-être même un petit peu lourdement, c'est qu'on peut penser qu'à l'inverse, peut-être qu'il suffirait de prolonger la vie en bonne santé, c'est-à-dire empêcher ce vieillissement naturel, pour que la maladie n'apparaisse pas, ou apparaisse encore plus tard, c'est-à-dire que même dans une forme mutée. C'est-à-dire que, et ça, c'est intéressant pour des gens qui ont des mutations génétiques. Par exemple, la maladie de Huntington, on sait bien que c'est 100% monogénique et que si on vous laisse tester, on saurait très bien si on va avoir une maladie de Huntington quand il y en a eu dans la famille. Donc, et en fait, l'idée, c'est que si on arrivait à prolonger, à retarder le départ du vieillissement normal, à ce moment-là, on pourrait probablement empêcher la maladie, c'est-à-dire que la maladie se ne déclarerait que beaucoup plus tard, voire pas du tout, la mort prenant ainsi, pour ainsi dire, la maladie de court, quoi. Donc on mourrait en bonne santé. Donc ça, si nous étions capables de rajeunir le cerveau, et je ne pense pas que ce soit uniquement un rêve, hein, je pense qu'effectivement, on pourra développer, c'est ça qui m'intéresse ici. C'est pour ça que c'est un cours profondément optimiste, contrairement à ce que vous avez l'air de penser. Je pense qu'on va pouvoir développer des médicaments qui pourront prolonger la structure cérébrale, et probablement en agissant au niveau du noyau, et donc permettre que ces maladies se déclarent le plus tard possible, et si possible après la mort. Donc, c'est quand même l'idéal. Donc, bon, on a tenu jusque-là, on va y arriver. Hein. Donc, sur ces paroles encourageantes, je crois qu'on est armé pour aborder un article sur la nutrition et une revue sur les rythmes circadiens. Donc, le premier article dont je voulais vous parler,
C'est l'article donc de Mitchell et collègues qui est paru dans Cell Reports cette année et qui s'intéresse à l'influence de SIRT1 sur la longévité et la santé des souris. Alors, il y a deux types de souris. Il y a des souris qui sont nourries normalement, qui ont une diète normale, comme vous et moi, sauf que nous, on ne mange pas des granulés. Et puis, sur des souris qui sont soumises à une diète à haute teneur en gras. Donc, ça, c'est standard diet, c'est la diète normale, et ça, c'est high fatty acid diet, un peu comme ça. Donc là, vous voyez que ces souris en bleu, là, c'est des souris normales, donc bon, elles vivent puis elles meurent, comme tout le monde. Mais c'est pas bon d'avoir de te nourrir trop richement. Donc vous voyez que les souris HFD, elles commencent à mourir beaucoup plus tôt. Et en fait, ce n'est pas tellement la durée totale de la vie, la durée maximale de la vie. La durée maximale de la vie, il y a des souris qui mangent mal, mais qui vivent longtemps. C'est injuste. Mais si vous regardez d'une façon générale, quand même à 50%, il y a quand même, on meurt beaucoup plus vite chez les HFD. Et si on traite ces animaux avec la sirtuine, avec un activateur de sirtuine, qui est une sorte de resveratrol chimique, le SRT 1720, vous voyez que chez les souris nourries normalement, ce n'est pas tellement qu'on augmente la durée de vie, très peu, remarquez à la fin, le très peu, ça compte, mais c'est surtout qu'elles commencent à mourir plus tard. Vous voyez qu'il y a 0% de morts jusqu'à environ 100 semaines, ou 80 semaines, ce qui est pas mal pour une souris. Alors que chez les autres, alors ça veut dire qu'elles sont plus résistantes aux infections, enfin c'est des effets, c'est pas lié forcément à la nutrition, mais c'est lié à l'état de santé générale de la bête. Mais si maintenant je prends des souris qui sont HFD, comme les mauves ici, que je leur balance un activateur de sirtuine, vous voyez que là j'ai un effet vraiment, pas tellement sur la durée totale de la vie, vous voyez que la durée maximum de la vie est la même, mais au niveau de la population, j'ai quand même une très belle amélioration de ma survie. Donc on peut dire que là c'est vraiment une protéine anti-âge. Et ce qui est plus intéressant, c'est l'effet sur les souris, je trouve, qui sont nourries normalement, quand même, parce que ça, c'est quand même très important. Ça veut dire qu'elles sont vraiment en meilleure santé. Donc, toujours dans cette même image, je crois que j'ai essayé de comparer certaines choses. Vous voyez ici, par exemple, que la sirtuine, même chez celles qui mangent trop, ça ne modifie pas ce qu'elles mangent. Elles mangent toujours autant, elles sont toujours aussi grosses. Si vous regardez la masse graisseuse, l'activation de la sirtuine ne diminue pas la masse graisseuse. Donc elles vivent plus longtemps, mais en étant toujours aussi grasses. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ça, il y a très peu d'effets. Il y a un effet peut-être sur l'habilité, c'est-à-dire, ça, vous mettez les souris sur un truc qui tourne à toute vitesse et vous regardez à quel moment elles tombent. Donc celles-là qui prennent un peu de sirtuine, surtout déjà plus âgées, maintiennent une habileté physique plus importante. Celles qui sont très grosses, non. Peut-être qu'elles laissent tomber, quoi. Je ne suis pas sûr que ce genre de manip peut lui dire grand-chose. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Ça, je veux dire que c'est pas... Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y ait pas de modification sur la masse graisseuse ou sur la prise alimentaire. Voilà. Donc, les auteurs, là, les mêmes auteurs, ont cherché d'autres marqueurs de vieillissement en bonne santé. Et par exemple, ils ont regardé les cataractes. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur 140, ils ont pris 140 yeux. Ce qu'on voit que ça, c'est des souris qui sont avec une diète standard. Et vous voyez que si elles sont traitées à la sirtuine, alors quand est-ce qu'ils commencent? Parce que peut-être. Je ne sais plus très bien. Je crois qu'il commence au bout au 100e jour, et là on regarde à 160, un truc comme ça. On a une baisse, si vous voulez, de l'indice d'opacité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de cataractes. On peut aussi regarder, donc ça on peut aussi regarder la tolérance à un régime qui est forcé en glucose.
Hein, c'est-à-dire que la tolérance à régime glucose, c'est-à-dire la capacité qu'ont les cellules à capturer le glucose, qui est une fonction, comme vous savez, qui est une fonction qui est dépendante de l'insuline. Et on voit que chez les souris qui sont traitées à la sirtuine, eh bien, on a moins de glucose sanguin. Ça, c'est la mesure de la surface sous la courbe. On voit qu'on a moins de glucose sanguin. C'est-à-dire que sur leur balance de glucose, les malheureuses à très forte dose, il y en a qui sont capables de le capturer, il y en a d'autres qui lâchent prise. Et là, c'est de nouveau des animaux qui sont nourris de façon standard, donc sans problème particulier. Parce que vous voyez que ce qui est le plus important, c'est essentiellement, je ne regarde pas les fonctions hépatiques, donc les créatine kinase, créatinine, etc. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en fait, elles ont moins de cholestérol quand on leur met de la sirtuine. Donc c'est quand même une drogue, vous voyez, le vin rouge, de nouveau, a des effets multiples sur la santé physique. Ne dites pas que je vous incite à boire du vin modérément. Hein, modérément, voilà. Après, la Ligue anti-alcoolique à laquelle j'appartiens. Donc, les souris traitées sont en bonne voie pour mourir en bonne santé. Donc ça, c'est bien. Et il y a des analyses de transcriptomes qui ont été liées à ça, mais elles sont extraordinairement peu claires, à mon avis, et je crois qu'elles ne veulent pas dire grand-chose, donc je ne vais pas vous les infliger. Donc j'ai passé aux travaux de Sasson Corsi et à son équipe sur les horloges circadiennes, donc c'est un truc assez intéressant. Donc, l'horloge centrale pour l'adaptation des formes vivantes au cycle circadien, circadième, hein, circadien ça vient de circadième, est localisée pour les vertébrés et pour les vertébrés cérébrés, évidemment, dans le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, hein, ce que je vous avais montré tout à l'heure, donc ici, voilà. Hein. Donc je rappelle que l'hypothalamus, je l'ai dit une fois, mais je vous le redis une fois, c'est deux fois, c'est l'enseignement, est connecté à l'hypophyse, tige pituitaire, et contrôle la sécrétion d'énormément d'hormones, dont l'importance, je vous l'ai rappelé sur cette dia ici, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes ces hormones qui sont impliquées dans leur production, dans toutes sortes de choses. Donc, si cette horloge centrale est entraînée, qui est entraînée par la lumière, est donc de toute première importance, que c'est la lumière qui va décider de cette horloge ici qui, bon, la nuit, le jour, hein, le sommeil et la veille. Hein. Et donc, c'est une horloge qui est une horloge centrale, mais il existe d'autres horloges, bien entendu, qui sont situées à d'autres niveaux du système nerveux, d'autres noyaux de l'hypothalamus, dans l'hippocampe, et même dans des tissus non nerveux, c'est-à-dire que le foie, le rein, le cœur, etc., ont aussi leurs horloges. Ce sont des horloges qu'on appelle des horloges secondaires. D'ailleurs, si vous prenez un tissu, vous le mettez en culture, vous le sortez, et vous regardez des gènes qui sont des gènes comme clock, comme période, qui sont des gènes qui sont impliqués dans les cycles, ça continue à être exprimé de façon cyclique. Donc il y a des horloges pour tous les tissus. Mais ce sont des horloges secondaires parce qu'elles sont synchronisées justement avec l'horloge centrale, tout en étant malgré tout soumises à des influences autres que la lumière, par exemple la nourriture, hein, ou par exemple les stimuli hormonaux. Donc sur le plan moléculaire, je reviens de nouveau là-dessus, elle est composée, cette horloge, d'un réseau de facteurs de transcription et de boucles de rétroaction, de boucles régulatives de rétroaction, de régulation rétroactive plutôt. Donc si je m'en tiens de nouveau aux éléments essentiels, on citera donc, alors maintenant, clock, ça veut dire Circadian Locomotor Output Cycles Caput. Donc clock, donc si vous le supprimez, vous perdez donc les oscillations, c'est ça que ça veut dire. Et puis le Brain Muscle RNT-like 1, qui est B mal 1, qui est ici. Donc vous avez ces deux protéines qui sont extrêmement importantes. Elles forment un hétérodimère et elles se fixent sur les éléments E-box, qui sont des éléments spécifiques de transcription, qui contrôlent l'expression de ces deux gènes, période et cryptochrome. Donc il y a 3 gènes période, il y a période 1, 2 et 3, et puis il y a cryptochrome 1 et 2 chez la souris. Et ces deux gènes, ces deux protéines s'associent, elles forment un dimère,
Et quand elles forment un dimère, il y en a suffisamment, elles forment un dimère, elles peuvent rentrer dans le noyau sous forme dimérique. Et à ce moment-là, elles vont aller réguler elles-mêmes l'expression de Bémal et Clock. Donc c'est ce qui permet, cette oscillation. Hein. Donc des gènes qu'on appelle les gènes CCG, c'est pour Clock Control Genes, qui sont, donc ça sont des CCG, hein, qui sont contrôlés, il y en a d'autres, hein, sont régulés par cette horloge de base. Ils encodent des facteurs de transcription pour beaucoup d'entre eux, ce qui, par effet en cascade, hein, induit un très très grand nombre d'expressions de gènes qui est une expression circadienne. Hein. Donc, en fait, si vous regardez les données de génomique fonctionnelle actuelles, vous vous rendrez compte que c'est entre 10 et 20% des gènes, de tous nos gènes, 10 à 20% de nos gènes qui sont circadiens, hein, et qui sont donc sous la dépendance, en tant que gènes circadiens, des entrées nutritionnelles, sauf pour les gens qui grignotent toute la journée. C'est pour ça qu'il ne faut pas grignoter. Voilà. 5 légumes par jour, ou fruits par jour, mais il ne faut pas grignoter. Nutritionnel et métabolique. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en fait, énormément des gènes qui sont impliqués dans la physiologie sont des gènes qui ont des rythmes nictiméraux. Donc, si vous introduisez dans cette idée la donnée de la participation du cycle circadien à l'homéostasie de nombre de fonctions physiologiques, c'est évident que les dérèglements du cycle circadien ont des conséquences graves dans le domaine de la physiopathologie. Alors, en particulier dans des domaines qui sont évidents, comme l'obésité, hein, ou le diabète de type 2, bien sûr, mais aussi pour des maladies qui sont moins évidentes ou moins évidemment liées à des cycles circadiens, par exemple la maladie d'Alzheimer ou la schizophrénie. Hein, donc ça, ce sont des données qui sont... Il faut s'habituer à se penser comme des animaux qui tournent. Alors pour ce qui est du vieillissement et ce qu'écrivent les auteurs de cette revue, bon, c'est un peu du sens commun, c'est-à-dire que les personnes âgées ont des troubles du sommeil, des jeunes aussi, hein, je vous rassure. Donc dans cette revue, il cite une expérience qui démontre que les oscillations transcriptionnelles dans des fibroblastes en culture, donc vous mettez des cellules en culture, changent selon que le sérum de culture qu'on met pour faire pousser les cellules provient d'individus, enfin de vidés, hein, d'individus jeunes ou d'individus moins jeunes. Donc en fait, j'y fais allusion à ça parce que la semaine prochaine, si j'accélère un peu, je ne sais pas pourquoi je suis encore ralenti aujourd'hui, je vous parlerai de ces expériences absolument incroyables de circulation croisée entre animaux jeunes et âgés. On fait des circulations croisées, on échange des systèmes sanguins entre des jeunes et des âgés, et les jeunes vieillissent et les âgés rajeunissent. Donc, c'est sympa, je trouve. Voilà. On finit par aimer les jeunes. Hein. Voilà. Donc, ça, je vous en parlerai parce que c'est très drôle. Et ce lien entre horloge et vieillissement est renforcé par des expériences de greffe. Hein. Si vous prenez un noyau suprachiasmatique d'animal jeune, hein, et que vous le greffez dans un animal âgé, ce sont des hamsters en l'occurrence, eh bien, vous prolongez la vie du receveur. Donc ça, c'est assez drôle. Et ce qui est encore plus amusant, c'est qu'on peut faire des greffes de glande pinéale, qui est une structure cérébrale dorsale, qui, on le sait depuis Descartes, relie l'âme au corps. Hein. Et en fait, chez les vertébrés, donc on fait ces greffes de glande pinéale, c'est aussi des effets tout à fait sympathiques. Et chez les vertébrés non mammifères, il existe des cellules photosensibles ailleurs que dans la rétine, tout particulièrement d'ailleurs dans la glande pinéale. Hein, voilà, c'est la glande pinéale. En jaune, ce sont des cellules photosensibles, donc pas chez nous, mais chez les vertébrés non mammifères, le cerveau sent directement la lumière par l'intermédiaire de la glande pinéale, et donc qui est directement donc régulée dans son activité par les cycles diurnes et nocturnes. Il y a d'ailleurs d'autres structures dans le cerveau des vertébrés que je n'ose dire inférieurs, mais qui ne sont pas des mammifères, qui sont directement sensibles à la lumière.
La rétine, ça va de soi, mais il y a des régions qui sont directement sensibles à la lumière, qui ont une sorte de photorécepteurs, qui ont des photorécepteurs. Comme vous savez, la glande pinéale sécrète une hormone qu'on appelle la mélatonine, et la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale est sous le contrôle des afférences orthosympathiques, noradrénergiques en fait, qui viennent du noyau suprachiasmatique. Hein. Donc la mélatonine est sécrétée la nuit, hein, elle a un pic à 5 heures du matin chez Sapiens, et en plus de ses propriétés chronobiologiques, elle a des propriétés qui sont à la fois immunomodulatrices, qu'elles permettent une bonne action du système immunitaire, des activités neuroendocrines, et elle joue un rôle antioxydant. Et ce rôle, il y a deux façons d'avoir ce rôle antioxydant. Elle est directement antioxydante, c'est-à-dire qu'elle élimine les radicaux libres, hein, et en même temps indirect parce qu'elle induit l'expression d'enzymes qui sont antioxydants. Donc on peut voir que la mélatonine peut être considérée d'une façon comme une hormone anti-âge. Hein. De fait, l'amplitude des niveaux plasmatiques de mélatonine diminue avec l'âge. Donc, si on ajoute que la synthèse des ROS suit elle aussi des rythmes diurnes-nocturnes, on comprendra mieux que ces oscillations circadiennes régulent plusieurs mécanismes de lutte contre le stress oxydatif. Hein. Donc, dans la dia... oui, donc, il y a un lien, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est celle-là ou celle-là, je ne sais plus où j'en suis, là, je suis perdu, c'est pas grave. Bon, il y a un lien entre les sirtuines, certains en particulier, et les oscillations, ça je vous l'avais montré un petit peu. Donc les cibles des sirtuines sont très nombreuses, elles incluent des histones, hein. Vous voyez ici par exemple qu'elles permettent la déacétylation des histones, c'est-à-dire qu'elles agissent sur les histones déacétylases et régulent l'acétylation et la déacétylation des histones. J'y reviendrai dans un instant, en particulier l'histone H3. Donc on a une déacétylation rythmique de H3K9, enfin de la lysine 9 de l'histone H3 ou de la lysine 14 de l'histone H3, qui sont sur les queues N-terminales des lysines, au niveau des promoteurs des gènes qui sont les gènes CCG, les gènes contrôlés par clock. Et ça réprime leur expression en augmentant la formation locale d'hétérochromatine. Donc, c'est donc à la fois, vous voyez que cette oscillation donc, qui se passe au niveau des noyaux suprachiasmatiques a aussi une influence via les cycles d'acétylation et décétylation sur l'expression génique, c'est-à-dire c'est comme ça que ces gènes sont eux-mêmes régulés de façon circadienne. Hein. Donc il y a plusieurs cibles de sirtuine, hein, j'en ai montré ici quelques-unes. Je vous ai parlé évidemment, que je rattrape mon retard scolaire. Je ne vais pas regarder mes diapositives pendant un certain temps et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Dès que ça devient compliqué, il faut mes antisèches, moi aussi, c'est un truc. Donc il y a plusieurs cibles des sirtuines. Et ici, j'en ai mis certaines. Alors évidemment, on retrouve ici, je crois, l'histone H3, hein, on vient de le voir donc, dans la diapositive précédente, mais aussi FOXO1, qui doit se balader quelque part ici, je ne vois pas où il a l'air d'être là, oui, qui est un facteur de transcription qui est régulateur lui-même de l'oxydoréduction, et pas mal de cibles qui sont impliquées dans le métabolisme énergétique. Hein. Donc ça, de nouveau, c'est cette idée de boucle de contrôle sur le métabolisme. Un point que je trouve assez saillant, si vous voulez, c'est que l'activité de sirtuane, hein, ce qu'on sait, est régulée par NAD+, hein, et donc lié lui-même à la production d'ATP et de métabolisme, puisque ça, c'est la chaîne de synthèse de l'ATP avec le complexe 5. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un fort métabolisme, eh bien, vous avez formation de NAD+, aussi au niveau cytoplasmique, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et que ça va jouer sur l'activité des sirtuines. Donc, ce que vous voyez aussi ici, c'est que NAMPT, hein, qui est un gène ici, est lui-même un gène qui est régulé de façon cyclique
par le système clock, hein, donc c'est un CCG, hein, et que vous avez donc une formation indépendamment de la présence de NAD+, provoquée par le métabolisme. Vous avez aussi une oscillation qui est liée au fait que cette enzyme ici est dans le système clock. Donc, alors au cours du vieillissement, ce qui se passe, c'est que vous avez une diminution de la formation de NAD+, et donc on a une diminution de l'activité des sirtuines, et tout le système commence à se dérégler de façon pas catastrophique, mais pas forcément extrêmement sympathique, quoi. Donc si donc j'en viens au vieillissement, naturellement, il est clair que Sirtuane, du fait de sa dépendance au NAD+, est un candidat de choix pour lier ce qu'on appelle le cycle circadien, je reviens, à la sensibilité aux nutriments et au métabolisme. Donc ça, j'ai déjà montré, si vous voulez, l'effet du vieillissement sur la synthèse de NAD+, et les effets sur l'acétylation de nombre de ces cibles qui sont des cibles importantes pour la physiologie générale, mais aussi pour la physiologie cérébrale, mais aussi sur l'activité du complexe que je viens de vous dire, BMAL1 clock, évidemment, sur la régulation de gènes qui sont eux-mêmes liés au cycle, la synthèse oscillante des CCG. Ça veut dire, à chaque fois que vous voyez un petit truc comme ça veut dire que ça oscille. La partie droite, hein, ici, qui complète un petit peu ce schéma, vous rappelle que via la régulation de l'activité HNF1, qui est un facteur de transcription essentiellement, pas mal d'endroits, mais c'est surtout dans l'hépatique, hein, ça s'appelle l'hépatocyte nuclear factor, HNF, la baisse de NAD+, résulte en une baisse de la transcription de gènes mitochondriaux nucléaires. Vous savez que la mitochondrie, je vous l'ai dit plusieurs fois, qui est au départ une bactérie, a balancé l'essentiel de ces gènes au niveau du noyau. Donc en fait, à part 13 gènes, tous les gènes mitochondriaux sont des gènes qui sont dans la mitochondrie. Et ce que vous voyez ici, c'est que vous avez via HNF1 eh bien, une modification de l'expression de gènes mitochondriaux. Et donc, ça veut dire qu'en retour, vous avez une modification à la fois du nombre de mitochondries et de la bonne santé des mitochondries. Donc ça, c'est aussi, quand vous diminuez le NAD+, eh bien, vous avez aussi un effet sur la respiration cellulaire, d'une certaine façon, qui est quelque chose de très important. On en a souvent parlé pour le cerveau, 20% de l'énergie corporelle passe dans le cerveau, et le cerveau est une structure qui consomme énormément d'énergie. Donc, on voit encore là, si vous voulez, l'esquisse, je dirais, d'un lien entre l'activité nucléaire et l'activité mitochondriale, avec une oscillation qui est synchronisée. Cette interaction l'interaction est elle-même synchronisée et elle est modulable par le métabolisme et peut s'altérer avec l'âge, bien entendu, et avec aussi les conditions évidemment physiopathologiques. Donc, je voudrais quand même vous rappeler que ça fait plusieurs années que j'attire votre attention, enfin que j'essaye en tout cas, sur l'importance du métabolisme pour les fonctions cérébrales et le lien possible entre les activités de la mitochondrie, ou des mitochondries, et la transcription nucléaire, ou plutôt et plus largement sur les interactions entre le noyau et les mitochondries, dont nous avons là, je crois, une illustration assez élégante. Donc, ces considérations métaboliques me permettent d'introduire, toujours à travers cette entrevue, la notion de nutrient sensing, hein, et de restriction calorique, et du lien entre la nutrition et les horloges circadiennes. Donc, bon, s'il est vrai, je crois qu'on peut le dire, que le vieillissement a une forte composante génétique, qui est illustrée par les durées de vie différentes des différentes espèces, tout simplement. Donc, nous, on vit particulièrement longtemps. Il y en a qui vivent plus longtemps que nous. Mais les tortues, par exemple, vous imaginez un battement de cœur par seconde, elles ne sont pas fatiguées. Par minute, elles ne sont pas fatiguées quand même. Donc, un battement par minute, c'est à peine si elles respirent. Donc,
Donc il y a effectivement un élément génétique dans la longévité, mais bon, il y a aussi un élément, évidemment, qu'on dira au sens large, si vous voulez, environnemental, car il y a un rôle évidemment de l'environnement à génome égal dans le vieillissement. Donc c'est dans l'esprit d'essayer de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là que je vais vous introduire le thème de la restriction calorique, qui est un outil démontré, je pense, de longévité chez les levures, chez les vers, chez les mouches et chez les souris. Donc on va s'arrêter là pour l'instant, d'accord? Donc je voudrais insister sur le fait que même pour les protocoles de restriction calorique, le rythme d'absorption de la nourriture et son interaction avec le rythme circadien dans les deux sens sont des paramètres extrêmement importants. Ce n'est pas uniquement la quantité de ce qu'on mange, c'est à quel moment on le mange. D'accord ? Donc, ça, dans cette diapositive ici, j'ai cité 4 systèmes de mesure des nutriments. Hein. Donc, CIRT1, qui est effectivement un système de mesure des nutriments, et qui CIRT3 aussi, hein. Donc à voir évidemment toujours avec le rythme circadien. mTOR, sur lequel je vais venir dans un instant, qui est un système qui sent les nutriments, et AMPK, qui est une kinase, qui est une enzyme qui rajoute des phosphates, qui est stimulée par l'AMP. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'AMP, c'est qu'on a mangé beaucoup d'ATP. Donc en fait, c'est qu'on est en hypoénergie d'une certaine façon. Et c'est une kinase qui a des cibles qui sont importantes et qui sont des cibles du cycle circadien. Hein. Donc, j'ai déjà introduit le système mTOR, impliqué dans la restriction calorique, qui est sensible aux nutriments, le système mTOR. Et vous allez le voir, alors là, je vous ai remis la même chose, mais au fond, ce n'est pas tellement différent de ce qu'il y a là, simplement un tout petit peu plus illustré, avec les différents partenaires qui sont impliqués dans la régulation cyclique de pas mal de fonctions métaboliques, endocrines et oxydatives. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que, j'y reviendrai d'ailleurs, la restriction calorique réduit l'activité de mTOR. Alors, voilà les systèmes mTOR. Donc, ça, c'est mTOR-C1. mTOR-C1, c'est quelqu'un qui réagit très, très rapidement, de façon aiguë, mais aussi chronique de façon aiguë. Et mTOR-C2, qui est un autre complexe qui, lui, réagit de façon plus lente. Et je crois que vous avez parlé de la rapamycine la semaine dernière. Hein, c'est à peu près le même système. Donc, mais ça, ce sont des complexes qui sont sensibles, si vous voulez, au niveau, disons, par exemple, de nutriments, et en particulier des acides aminés qui sont libérés par ces nutriments. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que si on bloque, alors, s'il y a trop de nutriments, bon, il y a plein de choses qui ne sont pas terribles qui se passent, mais on peut bloquer le système mTOR de façon aiguë et modifier la survie, augmenter la survie, en tout cas chez les levures, les mouches, les vers et peut-être les souris. Donc, on peut dire que si on réduit la restriction calorique, réduit l'activité de mTOR-C1, et l'amoindrissement génétique ou pharmacologique de mTOR, en utilisant la rapamycine, hein, par exemple, est suffisant pour augmenter la survie, la durée de vie des invertébrés et des souris. Même dans un modèle de nutrition normale. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même dans un modèle de nutrition normale, ça marche. Donc, dans le noyau supracasmatique, hein, mTOR montre une activité cyclique. Donc, ça, c'est important. Dans cette partie droite là, que je commençais à vous décrire tout à l'heure, on voit qu'on a 3 entrées, hein, le cycle circadien. Hein, on a la restriction calorique, qui est ici, et puis on a des interventions pharmacologiques qui sont ici, et ces 3 entrées peuvent avoir un rôle important, direct ou indirect, via les effecteurs dont je vous ai parlé depuis le début du cours, sur les horloges, que ce soit les horloges centrales, celles-là, ou les horloges périphériques. Hein. Donc, ce sont les sorties de ces horloges, bien entendu, qui vont avoir un rôle sur tous ces éléments qui, eux-mêmes, sont impliqués dans le vieillissement en bonne santé. Donc, un système, c'est de la physiologie, hein, pure et simple. Donc,
Donc ça va m'amener à terminer ce petit chapitre-là sur le rôle de sirtuane comme régulateur du cycle circadien au niveau du noyau supraoptique et sur les effets du vieillissement sur ce contrôle de sirtuane. Donc ça, je vous avais montré. Donc c'est encore de nouveau une revue qui est une revue qu'on doit, je crois, à Chang et Garanté, qui est une revue qui est parue dans Cell en 2013. C'est une revue qui nous ramène, je ne sais pas où je l'ai mis celle-là, j'ai peut-être perdu, c'est pas grave. Bon, ça fait rien, j'ai perdu le fil, mais vous m'aiderez à retrouver. Hein. Donc, il nous ramène au cycle, parce que les auteurs ont introduit leur article en rappelant que les organismes vivants se sont adaptés au cycle circadien en lui coordonnant l'expression de gènes qui participent aux voies métaboliques et aux fonctions physiologiques. Donc, je ne vais pas vous le rappeler, maintenant on le sait. Les réseaux qui gouvernent les oscillations sont composés des activateurs transcriptionnels, clock et BMAL1, qui dimérisent et activent l'expression de cryptochrome et de périodes, les deux cryptochromes et les trois périodes. Hein. Et c'est leur dimérisation qui permet l'entrée dans le noyau et donc d'aller jouer leur rôle de régulation. Donc les récepteurs, alors là ce qui se passe, si vous voulez, c'est de nouveau, il ne faut pas oublier qu'ici il y a un récepteur nucléaire qui a besoin d'être là pour que PGC1-alpha et sirtuine se fixent dessus. Si j'ai le temps, je le raconterai, sinon je le raconterai la semaine prochaine. Donc il faut aussi ne pas oublier des éléments qui sont des événements de post-transcription, et en particulier toutes les protéines qui régulent la dégradation de période et de cryptochrome par le protéasome. Hein. Donc en fait, ce sont des protéines qui sont dégradées régulièrement. C'est-à-dire que quand elles atteignent un trop haut niveau, elles sont envoyées vers le protéasome, elles sont butyrinylées, envoyées par le protéasome et elles sont dégradées. Donc c'est une circuiterie qui est extraordinairement fine et intéressante. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Donc cette circuiterie fine est donc liée à sirtuane et donc au métabolisme. Donc en dehors des histones, sirtuane déacétyle de nombreuses autres protéines comme nous l'avons vu, à propos du rôle de sirtuane dans le développement et la neurodégénérescence. Hein. Donc là, je vous remets cette diapositive. On ne va pas rentrer dedans, mais on n'a pas la peine. Et les auteurs de la revue reviennent sur la question de sirtuane et de l'horloge centrale au niveau du noyau suprachiasmatique. Ils bénéficient pour ce faire de plusieurs souris. Alors, ce sont des lignées qui sont des lignées assez rigolotes. Hein. Donc, il y a une lignée qui est invalidée pour sirtuane. Donc, il y a une lignée de souris qui n'a plus de sirtuane du tout, d'accord ? Mais uniquement dans le cerveau, sinon elle ne tiendrait pas. Donc c'est une sirtuine, il l'appelle BSKO, c'est-à-dire Brain Specific Knockout de la sirtuine. Donc elle a la sirtuine partout, sauf dans la tête. Et puis il y a deux lignées qui surexpriment la sirtuine 1, une 2 fois, c'est la lignée SIR2D, et une lignée 10 fois, c'est la lignée BSTG. Donc vous pouvez voir ici comment ça se passe. Voilà ici la souris BSKO. Donc vous prenez l'hypothalamus ou l'hippocampe, vous n'avez pas du tout de sirtuine. Vous pouvez voir ici. Hein. Et puis ici c'est la souris SIR2D qui exprime 2 fois plus de sirtuine que la souris sauvage. Vous le voyez ici. Hein. Et puis ici vous avez une souris. Alors elle fait 10 fois plus de sirtuine que les souris sauvages. C'est la folie. Hein. Donc si vous regardez par exemple ici par hybridation in situ, je crois, l'expression de la sirtuine dans BSTG, donc celle-là là, qui est très forte. ZT2, c'est-à-dire que c'est un temps particulier, c'est ce qu'on appelle le Zeitgeber time, c'est-à-dire qu'on compte 0 au moment où on allume la lumière. D'accord ? Donc 2 heures après avoir allumé la lumière, on voit qu'on a une très très forte expression de sirtuine dans ces animaux, 14 heures aussi après. Chez le wild type, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus faible. Hein. Et puis dans le chaos, il ne se passe rien du tout. D'accord ? Il n'y en a plus, évidemment, il n'y a plus de gènes. Donc ça, c'est normal. Et vous pouvez regarder aussi l'expression de BMAL1, qui est donc un gène clock, hein, un gène qui oscille. Et vous voyez que vous avez des modifications d'expression très fortes entre le chaos, qui lui en a beaucoup, hein, ici, et ce n'est pas tellement régulé, et puis BSTG et le wild type. Donc en fait, on peut s'amuser avec ces souris à réguler l'expression de la sirtuine, ou de la sirtuine 1 en particulier, et de regarder ce qui se passe. Alors on peut mesurer, hein, voilà, le BSTG il est très fort, le wild type, et puis ici le BSKO, ici à 14 jours, donc c'est une quantification de ça.
Et là aussi, c'est les quantifications des intensités relatives à ce niveau-là. Donc, ces animaux c'est donc rigolo. Hein. Sur le plan du comportement circadien qu'on peut mesurer avec l'activité physique, on met les souris sur des roues, on les regarde tourner. Les souris sont entraînées dans des cycles nuit-jour, day-light, dark-light. Et puis ensuite, on les passe à dark-dark, c'est-à-dire qu'on les met dans le noir complètement, c'est-à-dire qu'elles ne savent plus, tu vois, c'est comme quelqu'un qui est dans une prison complètement noire, il ne sait plus s'il fait jour ou s'il fait nuit, et on regarde à quelle vitesse le cycle dérive, d'accord. C'est-à-dire qu'on regarde en fait l'horloge endogène qui est indépendante de la lumière. C'est-à-dire, donc, et vous pouvez voir, c'est assez amusant parce que chez une, là c'est normal, donc elle régule. Vous voyez que il y a le jour, et il y a la nuit, il y a le jour, et il y a la nuit. Et on voit que chez toutes ces animaux, chez le wild type, c'est comme ça. Ensuite, on passe en DD, c'est-à-dire qu'elle ne voit plus jamais la lumière. On voit que progressivement, le rythme nictiméral se modifie. Donc ça, c'est les horloges endogènes du noyau suprachiasmatique qui n'est plus sensible à la lumière. Mais vous voyez que c'est différent si j'ai fait un chaos de la sirtuine, ici, brain spécifique, là, ça ne dérive plus du tout, beaucoup moins. C'est-à-dire que le rythme endogène est différent. Et si je surexprime la sirtuine, vous voyez que j'ai un rythme endogène qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que j'ai une dérive qui est beaucoup plus importante. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis deux fois, mais ce n'est pas très grave. Et là, c'est la mesure de la période. Donc, en fait, le rythme normal chez un animal, c'est là entre 23,4 et 23,6 heures. Et si vous retirez la sirtuine, eh bien, vous remontez à un rythme de 24 heures, par exemple. Donc, ça, c'est des souris, hein. Ce ne sont pas des sapiens. Hein. Voilà. Donc, c'est un test qui a été utilisé comme horloge endogène au cours du vieillissement aussi, donc, et surtout pour la résistance à un jet lag. Hein, quand vous prenez l'avion, par exemple. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'était jour, nuit, jour, et ces pauvres bêtes, tout d'un coup, on a changé la nuit. On leur a fait un jet lag, c'est-à-dire que, comme quand on va à New York, par exemple, ou ailleurs. Eh bien, vous voyez que la souris jeune se réadapte en 2 jours. C'est-à-dire que si vous lui faites un jet lag, je ne sais pas combien d'heures là, en 2 jours, elle a récupéré son temps. Mais si vous lui avez retiré la sirtuine, il lui faut 4 à 5 jours pour récupérer. Si vous prenez une souris âgée de 21 mois, même normale, il lui faut un temps fou pour se récupérer. Hein. Se retirer la sirtuine, finalement, c'est plutôt mieux. Hein, parce qu'en fait, le truc endogène, vous avez vu, il est plus proche des cycles jour-nuit. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé l'activité physique, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle aime faire de la gym. Et vous voyez qu'à 6 mois, il y a quand même une bonne activité physique. Si vous retirez la sirtuine, eh bien... non, mais là, excusez-moi, BSTG, c'est une surexpression. Donc, en fait, on devrait avoir dans une surexpression, parce que là, c'est le KO, et là, c'est une surexpression à 21 mois. Donc, quand on surexprime à 21 mois, on a la même chose qu'un KO à 6 mois, mais on est évidemment... on récupère, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est la souris... Elle s'arrange si on exprime plus de sirtuine, excusez-moi. Mais là, on a exactement la même chose. À 21 mois, la souris fait beaucoup moins d'activité. Une jeune souris à qui on a retiré la sirtuine a beaucoup moins d'activité physique. Mais si vous surexprimez avec le BSTG, c'est là où vous avez en fait 10 fois plus d'expression de votre sirtuine. Même chez une vieille souris, vous récupérez quelque chose qui est mieux que l'équivalent, presque l'équivalent d'une jeune souris, quoi, en gros. Donc, ça montre qu'il y a quand même des effets extrêmement intéressants sur le plan du comportement, du niveau d'expression de ces déacétylases NAD+ dépendantes. Donc, là, je ne vous ai pas du jet lag déjà, non? Oui. Donc, voilà. Donc les auteurs ont aussi complété leur travail en suivant les oscillations de ces différents acteurs moléculaires et montré que les niveaux d'expression... Là, je vais passer, je pense que c'est la prochaine diapositive.
J'ai fait une marche arrière là. Ouais, je fais une marche arrière. Donc là, c'est des niveaux d'expression de la machinerie circadienne. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est regarder l'expression des messagers dans des pertes et des gains de fonction. Donc, c'est dans des cellules, en fait, là, c'est dans des cellules en culture. Ah non, là, c'est dans là, c'est dans des cellules en culture, mais là, c'est in vivo, excusez-moi. Donc, ce qu'on peut voir ici en noir, je pense, si je vois bien, que sont des animaux normaux. Donc, on voit l'oscillation. Et si on fait le chaos, on voit que pour ces gènes qui sont des gènes du cycle, hein, vous avez ici BMAL1, clock, cryptogramme, etc., vous avez une oscillation les niveaux sont plus forts quand je surexprime la sirtuine, mais j'ai des oscillations qui sont plus ou moins les mêmes. Quand je retire, quand j'ai un chaos de la sirtuine, il y en a qui sont à peu près normaux, mais il y en a qui se cassent complètement la figure. Hein. Par exemple, vous voyez ici, CRI qui se casse la figure. Vous avez aussi ici période qui se casse la figure. Hein. Donc tous les gènes ne sont pas identiquement sensibles, mais vous avez pas mal de gènes qui sont des gènes du cycle, qui sont vraiment dépendants de l'expression de la sirtuine. Hein. Et là, vous avez aussi AZT2, ZT3, ZT4, ZT20. Vous pouvez regarder l'expression de SIRT1 dans les différents phénotypes, le phénotype gain de fonction, le phénotype perte de fonction. Oui, évidemment, le phénotype perte de fonction, évidemment, il n'y a pas de sirtuine, hein, ça va de soi. Mais dans le gain de fonction, vous perdez quand même un tout petit peu l'aspect cyclique de l'expression de la protéine. Et vous pouvez regarder, évidemment, les gènes qui sont des gènes impliqués dans les oscillations. Et vous voyez que, là c'est quantifié, vous voyez que dans le KO, en particulier dans BSKO, je crois que c'est lui, eh bien, vous avez quasiment plus d'oscillations dans votre animal. Ou alors, et en plus, les niveaux sont extraordinairement plus faibles. C'est-à-dire que non seulement vous avez moins d'oscillations, vous avez moins d'expression de votre protéine. Là, vous avez des oscillations, mais vous avez une plus forte expression. Donc, ce n'est pas très sympa. Ça, c'est dans des souris aussi, C57 Black. Vous avez des vieilles sauvages. Vous avez le KO, vous avez le wild type et vous avez le gain. Et vous voyez que, de nouveau, vous avez des modifications de l'expression bon, ça va de soi, hein, on s'y attend. Hein, il y a peu de sirtuine exprimée dans les souris assez âgées, presque autant que presque aussi peu que dans le KO. Hein, et puis, vous avez la réponse, évidemment, de l'expression de vos gènes BMAL1, PR2 et SIRT1. Évidemment, SIRT1, on ne voit plus. Hein. Ça, c'est un sauvage. Et ce que vous voyez ici, c'est que si vous exprimez, vous avez ça. Donc, il y a un lien, de toute évidence, à la fois dans les niveaux d'expression et dans les patterns d'expression de vos gènes du cycle unichiméral et de l'expression de sirtine. Évidemment, ça, c'est très sympa, hein, mais ça demande qu'on avance un tout petit peu dans la compréhension du mécanisme. Et c'est à cette fin que les auteurs ont utilisé des lignées cellulaires. Donc, ils ont pris une lignée de neuroblastomes qui s'appelle la lignée N2A, et afin de cycler la lignée, ils lui ont fait un choc. Et ce choc, ça consiste en fait à synchroniser les cellules en mettant un grand du sérum de cheval. Hein. Ne me demandez pas comment ça marche, mais apparemment, quand on met le sérum de cheval, toutes les cellules se remettent à cycler, à devenir en synchrone. Et après, on peut suivre l'expression des différents gènes. C'est un petit peu le même principe. Et donc, on voit des oscillations. Donc ici, vous avez vos oscillations qui sont à peu près normales, hein, de vos différents gènes dans vos cellules, qui continuent et puis, vous pouvez supprimer SIRT1 en exprimant un shRNA qui, en fait, élimine l'expression de SIRT1. Et vous voyez que quand vous faites ça, évidemment, vous diminuez SIRT1, hein, ça on le voit, il y en a moins. Hein, en même temps, vous diminuez l'expression de pas mal de vos gènes. Hein. Vous avez BMAL1 ici qui est diminué, vous avez PR2 qui est diminué, vous avez ici HERB alpha qui est diminué, qui est un récepteur nucléaire. Ça, c'est le contrôle actine qui n'est pas diminué. Et vous avez qui restent à peu près normaux, même s'ils en ont moins. Il y en a qui restent à peu près normaux aussi, même s'ils en ont moins. Celui-là aussi, PR2.
mais vous en avez qui sont complètement déstabilisés. Et ça, c'est des quantifications aussi. Donc, ce qui se passe ici, vous avez, si vous regardez, c'est les messagers, l'abondance des messagers. Et dans des systèmes où on diminue SIRT1, mais aussi dans des systèmes dans lesquels on diminue PGC1 alpha. Parce que la question qui est posée là, c'est l'interaction, le rôle de l'interaction entre SIRT1 et PGC1 alpha. Vous voyez ici que, en fait, si on surexprime, là je regarde B mal 1, vous voyez que si ça c'est mon vecteur vide, donc c'est le truc normal. Ici, je supprime SIRT1 ou PGC1 alpha, je diminue l'expression de B mal 1. Mais si je surexprime SIRT1 ou PGC1 alpha, je surexprime l'expression de B mal 1. Et en fait, c'est un pattern que je retrouve pour un très grand nombre de ces gènes qui sont des gènes du cycle. Par exemple, vous voyez ici pour CRI1 ou pour PER2, aussi pour HERB alpha, ROR alpha aussi, extraordinairement fortement. Donc il y a les petits PGC1 alpha, bon, ça va de soi, bien entendu. Donc, et là, vous le regardez aussi, là c'est 24 heures après le choc sérique, là c'est 36 heures après le choc sérique. Donc vous voyez que l'oscillation se maintient hein, sur 36 heures, ça continue à rythmer, même si je suis dans une boîte de culture, un peu comme on a fait un choc de cheval, enfin de sérum de cheval. Hein. Et puis je peux regarder aussi des promoteurs liés à la luciférase, et fondamentalement, j'ai les mêmes résultats. Mais ça veut dire qu'il y a une interaction importante entre PGC1 alpha et la sirtuine. Et de quel ordre est cette interaction? C'est la question qui, évidemment, est posée après par nos collègues. Donc, ce qu'on peut dire ici, par exemple, bon, c'est que B mal 1 et PER2 sont sous le contrôle transcriptionnel de SIRT1 et de PGC1 alpha. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous regardez les diapositives d'un petit peu plus près, moi je ne les vois pas d'ici, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ma vue. Donc ça soulève l'interaction, le problème de question d'interaction physiologique entre PGC1 alpha et SIRT1. Donc ce qu'ont fait ces auteurs après pour voir ça, c'est qu'ils ont immunoprécipité la chromatine. Pour comprendre les cellules N2A, c'est on prend l'ADN, et en fait on immunoprécipite la chromatine, excusez-moi, pour voir si on immunoprécipite en même temps SIRT1 et par exemple d'abord la première chose c'est de voir si SIRT1 se fixe sur le site de ROR alpha. Hein. Donc ROR alpha c'est un des gènes qui est régulé au niveau cyclique par SIRT1 et par PGC1 alpha. Donc non, sur lequel se fixe, il est régulé mais en même temps il se fixe dessus. Donc vous avez ici le gène de RO1 alpha. Ensuite, RO1 alpha vient se mettre là, et PGC1 alpha et SIRT1 sont sur ROR alpha ici. Mais il régule aussi l'expression de ROR alpha. Donc là, vous pouvez voir que vous avez l'expression de ROR alpha qui est augmentée quand je surexprime, je ne sais pas où il est quelque part par là. Quelqu'un l'a vu? Voilà, le voilà. Il est augmenté quand je surexprime soit la SIRT1 1, soit PGC1 alpha. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vérifié que SIRT1 se fixe bien sur le site ROA alpha, qui est proche du promoteur de B mal. Et ça, c'est assez facile à faire. Hein. On peut prendre des oligonucléotides qui sont près du site, et on fait des PCR. Et en fait, quand on immunoprécipite la chromatine avec SIRT1, eh bien, on immunoprécipite effectivement cette région. Donc, c'est bien, c'est important. Mais c'est d'autant plus important qu'on savait que c'était le cas aussi pour PGC1 alpha. Hein. Ça va de soi, si vous regardez la diapositive précédente, ça on savait que PGC1 alpha se fixe là, ça c'est un truc qui est acquis. Mais que SIRT1 le fixe aussi là, c'était intéressant. La question c'est est-ce qu'il s'y fixe directement ou pas. Et donc, ce que ces expériences ont montré, c'est que, en fait, SIRT1 est là parce que non seulement il se fixe sur PGC1 alpha pour le déacetyler, mais il faut qu'il reste au contact de PGC1 alpha. Donc c'est le complexe SIRT1 PGC1 alpha déacétylé qui permet la régulation de l'expression de ces gènes des cycles là, circadiens, mais pas enfin, du cycle simplement des activités cycliques. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Surtout si vous vous rappelez ce qu'est PGC1 alpha. Hein.
PGC1 alpha, c'est une protéine. Je vais vous le rappeler à travers en fait, deux articles. Ça, donc le modèle, c'est celui-là. Hein. Donc il faut que sirtuane se fixe, qui déacétyle PGC1 alpha, vous voyez, il retire le coupon acétyl, se fixe sur PGC1 alpha. Et là, on a une fixation de PGC1 alpha sur le récepteur nucléaire, qui lui-même régule en se fixant sur un promoteur, l'élément récepteur nucléaire element, fixe et régule l'expression de ces gènes qui sont des gènes clock, hein, qui eux-mêmes après vont aller réguler l'expression de période, etc. Et puis ça, quand ils forment des hétérodimères que vous voyez ici, eh bien, ils vont aller rentrer dans le noyau et maintenant aller réprimer l'expression de ces gènes, de ces autres gènes. Donc on a une espèce d'oscillation qui se fait de cette façon. Ce qui est intéressant, je vous disais, c'est que PGC1 alpha, ce n'est pas n'importe qui. PGC1 alpha, sont des coactivateurs transcriptionnels hein, qui s'associent au facteur de transcription. Et c'est vrai que PGC1 alpha avait été identifié, je viens de vous le dire, comme un coactivateur du récepteur nucléaire aux hormones qui sont inductibles par le froid dans les cellules de la matière grasse brune. Hein, il y a le bon gras, il y a le mauvais gras. Donc la brune, c'est le bon gras. Donc ces récepteurs nucléaires sont des protéines cytoplasmiques, normalement, donc elles ne sont pas dans le noyau, hein, et elles passent dans le noyau et elles vont se fixer sur les promoteurs une fois qu'ils ont été activés par leur ligand. Par exemple, l'acide rétinoïque, un estrogène, se fixe sur un récepteur, sur une protéine, et c'est le complexe acide rétinoïque protéine qui passe dans le noyau qui va aller réguler la transcription. Donc il existe, en dehors de ceux qui ont un vrai agoniste, l'acide rétinoïque, les estrogènes, la progestérone, tout ce que vous voulez, il existe ce qu'on appelle des récepteurs orphelins. C'est-à-dire qu'on sait que la protéine existe, mais on ne sait pas qu'est-ce qui l'entraîne dans le noyau en fait. Donc, alors pour PGC1 alpha, le récepteur est ROR alpha. Donc en fait, ROR alpha, c'est rétinoïde related orphan receptor. Donc c'est un récepteur orphelin parce qu'il ne se fixe pas avec un petit estrogène, une petite molécule lipidique soluble comme l'acide rétinoïque, mais il se fixe en fait à PGC1 alpha qui en fait est orphelin mais il a trouvé l'âme sœur, quoi. Donc quelque chose comme ça. Donc sans entrer dans les détails, il est important de comprendre que PGC1, que les molécules de PGC1 en fait ont une action qui est une action importante au niveau de la mitochondrie. C'est pour ça que ça m'intéresse toujours, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est le lien qui existe entre l'activité mitochondriale et l'activité transcriptionnelle, voire épigénétique. En fait, les protéines PGC1 alpha régulent à la fois la biogénèse et l'activité des mitochondries. Hein. Donc, il y aura tout un cours sur les mitochondries si j'arrive jusqu'au bout, je ne suis pas sûr. Donc, il est donc tout à fait normal, si vous voulez, que PGC1 alpha régule, comme vous pouvez voir ici, l'expression de gènes mitochondriaux. Donc, en fait, quand PGC1 alpha arrive dans le noyau, hein, et interagit aussi avec les sirtuines et d'autres petites choses, eh bien, ce qu'on a, c'est aussi une transactivation de gènes mitochondriaux. Et en réponse à l'exercice, en réponse à l'exposition au froid, en réponse à des signaux circadiens ou à des graisses qui sont libérées par la diète, hein, ou les cytokines, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une action au niveau de la biosynthèse des mitochondries. Les mitochondries se divisent et font des petites mitochondries. Hein. Et puis, vous avez aussi une augmentation de l'activité mitochondriale qui est liée à l'augmentation de la transcription de gènes mitochondriaux. Donc ça, c'est quelque chose qui, de nouveau, lie, si vous voulez, une action nucléaire à une action mitochondriale et permet au métabolisme de s'adapter, hein, évidemment, à différentes conditions qui peuvent être des conditions environnementales un petit peu difficiles ou un petit peu spéciales. Par exemple, faire du sport, ça fatigue. Voilà. Donc, il y a donc un lien, si vous voulez, entre l'activité métabolique et PGC1 alpha et la liaison de PGC1 alpha, ou plutôt le contraire, de sirtuinoa à PGC1 alpha. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose qui est important parce que on a ces oscillations qui sont réglées de cette façon par les horloges centrales, mais en même temps,
il y a plein de choses qui se rajoutent à ces horloges centrales, qui sont tous ces événements qui se passent là, qui peuvent aussi interférer sur le cycle. Hein. Donc, et en particulier via la production d'ATP et des superoxydes dont l'action est délétère. Donc, fabriquer de l'ATP eh bien, est nécessaire. Ce que je veux dire. Oui, l'importance de ces horloges centrales est donc périphérique et donc évidente, hein, puisque ça fait de la mitochondrie, ça régule l'action mitochondriale, et donc ça régule aussi la synthèse d'ATP, dont on sait qu'elle est évidemment importante. Donc il y a un lien que petit à petit se dessine, si vous voulez, j'espère que vous le voyez, entre la formation des radicaux libres, les ROS, parce que quand je fais de l'ATP, je fais des ROS, la PGC1-alpha, et aussi, à ce moment-là, on y arrive, évidemment, la neurodégénérescence. Ça, c'est, je crois, assez intéressant dans le système nerveux. Et c'est pour ça que je vais éclore ce chapitre sur un article qui porte sur ce thème. Donc, je viens de vous le rappeler brièvement, le métabolisme mitochondrial est important. En même temps, il est générateur de ROS, qui sont catalyseurs de l'oxydation des lipides, des protéines, de l'ADN. Donc la première ligne de défense contre les ROS, elle est procurée par les enzymes de détoxification, hein, les superoxydismutases, toutes ces choses qui sont, et les catalases en particulier. L'autre ligne de défense, ce sont des protéines de découplage qu'on appelle les UCP, qui diminuent la formation des ROS en atténuant le potentiel électrochimique au niveau même de la mitochondrie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième ligne de défense, qui est en fait dans lequel PGC1-alpha joue un rôle tout à fait important. Donc l'aspect protecteur est apparu grâce à une souris qui était invalidée pour PGC1-alpha justement, et dans laquelle on a noté des phénomènes de neurodégénérescence absolument dramatiques, quoi, avec des comportements tout à fait anormaux. Hein. Donc en principe, si vous voulez, PGC1-alpha, du fait de son rôle dans la biogénèse et dans l'activité des mitochondries, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, normalement, PGC1-alpha devrait plutôt favoriser la production des radicaux libres, hein, puisque quand j'augmente l'activité mitochondriale, je fais des radicaux libres. C'est le cas. Hein, mais parallèlement, PGC1-alpha augmente la production des enzymes mitochondriaux de détoxification. Donc à la fois, il est l'assassin et celui qui empêche que ça se passe. Donc ici, c'est une homéostasie assez fine dans laquelle on peut analyser. Je ne voudrais pas me précipiter. Donc vous êtes prêts à passer un quart d'heure de plus ici ou non, hein, vous en avez marre. Oui, bon. Parce que si je vais trop vite, après, c'est pas très bon parce que je veux bâcler le truc et plus personne ne comprend rien. Je suis de reprendre la semaine d'après. Donc on va prendre je peux prendre un quart d'heure de plus? Il est parti, mon collègue. Bon, c'est pas grave. Donc je peux. Donc les auteurs ont pris une lignée murine, qui est en fait une lignée T10, T1,5, qui est en fait une lignée souche musculaire, en fait. Ils ont traité avec de l'eau oxygénée. Ça, c'est vraiment un choc violent. Et ça entraîne un système de défense contre les radicaux libres. C'est-à-dire que la cellule se défend contre cette espèce d'agression qui est en fait de lui balancer du H2O2, quoi. Hein, vous lui balancez carrément de l'hydrogène peroxyde directement sur la cellule. Ils n'ont pas été de main morte, hein, ils ont balancé 1 millimolaire. Donc, ce qui est très fort. Donc quand ils font ça, ils activent les systèmes de défense contre les radicaux libres. Et vous voyez que le problème, c'est que vraiment c'est mal foutu ici, parce que moi je ne vois rien du tout. Donc, on a presque fini, hein, ne vous découragez pas. Vous découragez-vous, c'est pas grave, mais de toute façon, on va s'en sortir. Donc, il faut que je regarde sur mon truc, d'ici je ne vois pas ce qu'il y a là. Donc, en fait, quand ils font, ils rajoutent du H2O2, hein, vous voyez tout de suite, là, hop,
qu'on voit, c'est une augmentation immédiate d'un certain nombre d'expressions de certains gènes. Et vous voyez en particulier parmi ces gènes, eh bien, vous avez PGC1 alpha, beaucoup moins PGC1 bêta, bien entendu, mais aussi, je vous parlais des UCP qui sont la deuxième ligne, vous voyez une augmentation du UCP2 et du UCP3. Et puis, vous avez une augmentation des superoxydes dismutases qui sont tous des enzymes de détoxification des radicaux libres. Et puis, vous pouvez faire ça en présence de RNAi qui sont dirigés contre PGC1 alpha. C'est-à-dire, vous pouvez supprimer PGC1 alpha et voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis toujours capable de répondre à un stress oxydatif aussi violent? Bien non. Vous voyez que, vous regardez ici, si je vois clair, ici aussi, c'est-à-dire qu'ici vous avez fait la même chose, mais vous avez mis du H2O2, mais maintenant vous avez bloqué PGC1 alpha, et vous voyez que globalement, quand vous regardez ces deux-là, eh bien, par rapport à celui-là, là, qui est là à mon avis, vous avez une baisse de la réponse. Hein. En tout cas, moi, je la vois sur mon transparent, là, très bien. Donc, c'est bien. Donc, il y a une action qui est plus forte de PGC1 alpha que de PGC1 bêta, même si, en fait, les deux enzymes participent et sont induites par le stress. Donc, ici, dans le panneau C, ce que vous devriez voir, normalement, c'est, je regarde l'expression de PGC1 alpha qui est très augmentée de nouveau quand je mets du H2O2, PGC1 bêta aussi. Je vois une augmentation de UCP moins, de UCP aussi, UCP3, hein, et tout ça est bloqué par mes antisens entre IPG1C alpha et bêta, ce coup-ci. C'est-à-dire que si je supprime les deux, j'ai encore un blocage beaucoup plus grand. Hein. Donc, et je peux aussi regarder directement dans le cerveau, dans une souris qui est KO pour PGC1 alpha. Donc là, si vous regardez PGC1 alpha, il est exprimé normalement, c'est parce que c'est juste un exon qui reste. En fait, le gène a disparu. Il reste juste un fragment, et donc ce n'est pas actif là. Et vous voyez que vous avez toujours PGC1 bêta, lui il n'est pas touché. Et vous voyez que vous avez pas mal d'enzymes qui sont des enzymes de détoxification qui sont eux aussi bloquées. Donc PGC1, en même temps qu'il augmente le métabolisme énergétique de ma mitochondrie, en même temps qu'il permet de faire plus de mitochondries, en même temps qu'il lie le métabolisme énergétique au cycle circadien parce qu'il intervient dans son interaction au niveau des horloges avec CIRT1, etc. En même temps, il est capable de nous protéger ou de protéger les cellules contre le stress oxydatif. Vous voyez ici, par exemple, vous avez pris des cellules où ils ont fait une augmentation jusqu'à 1,5 millimolaire de H2O2. Et croyez-moi, ce n'est pas de la blague. Vous voyez que vous avez une mort progressive de vos cellules. Je trouve qu'elles ne meurent même pas très vite. Mais si vous faites ça avec des cellules qui proviennent d'une souris qui a eu un KO pour PGC1 alpha, vous voyez que vous avez une mort beaucoup plus rapide. Et si en plus vous retirez PGC1 bêta, alors vous perdez quasiment toutes vos cellules. Hein. Et ça, on peut voir aussi que c'est lié à un stress oxydatif. Là, vous pouvez, avec un marqueur fluorescent, avec une protéine fluorescente, séparer les cellules qui sont wild type des cellules qui sont KO dans. Et vous voyez que ces cellules qui n'ont plus de PGC1 alpha ont beaucoup plus de superoxyde que les cellules qui n'en ont pas. Donc en fait, c'est un protecteur, et n'oubliez pas un protecteur qui agit en collaboration avec les sirtuines, qui sont quand même l'objet de ce cours aujourd'hui. Donc, je vais en finir maintenant assez rapidement. Je ne vais pas vous embêter avec une partie qui est un tout petit peu plus ennuyeuse. Je vais passer directement à d'in vivo, d'accord? Parce que là, après, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça agit en interaction avec Krebs de nouveau, donc, mais là, ça reste un tout petit peu compliqué. En fait, c'est en fait l'interaction de Krebs. Quand je balance mon oxygéné, ce que je fais, c'est que j'active Krebs et que c'est Krebs, donc ce facteur de transcription, qui régule l'expression de PGC1 alpha dans mes cellules. Mais ce que je vais vous dire pour conclure, dans les 2 ou 3 minutes qui restent, peut-être 5, c'est qu'il fallait aller de nouveau retourner in vivo dans des modèles qui sont des modèles de pathologie. Et ce qu'ont fait les auteurs, c'est d'injecter du MPTP. Vous savez, le MPTP, c'est une drogue qui rentre dans les neurones dopaminergiques, j'en ai parlé souvent, et qui tue les neurones dopaminergiques. Et le MPTP, c'est
Elle a été découverte accidentellement comme drogue, comme contaminant d'une héroïne de synthèse, fabriquée par des étudiants toxicomanes californiens. Et elle est capturée par les neurones dopaminergiques. Et en fait, ces malheureux chimistes amateurs ont développé des Parkinson délirants très tôt dans leur vie et perdaient leurs neurones. Donc c'est devenu, le MPTP, un outil pour faire des modèles d'animaux de maladie de Parkinson, chez la souris ou chez le singe d'ailleurs. Et donc, parce que c'est spécifiquement capturé par les neurones de la substance noire dopaminergique, et ça cible la chaîne de transport du complexe 1 mitochondrial. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est violent. Donc cette drogue, quand elle est injectée à faible dose, induit la mort à environ 12%. On peut doser évidemment ce qu'on injecte dans la souris. Environ, on peut tuer 12% des neurones dans les souris normales. Mais si vous prenez une souris qui est mutée pour PGC1-alpha, eh bien, vous allez tuer 60% des neurones. Donc, vous voyez ici, par exemple, une souris, excusez-moi, il faut que je regarde. Vous avez ici une souris sauvage, normale. Ici, vous avez la souris qui est mutée pour PGC1-alpha, donc elle a déjà perdu peut-être quelques neurones. Ce n'est pas impossible, hein, c'est pas, mais bon. Mais toujours, si vous rajoutez du MPTP, vous allez perdre évidemment du neurone, 12%. Mais si vous le faites dans un contexte qui est un contexte PGC1-alpha muté, vous voyez qu'il vous reste quasiment plus de neurones. Donc en fait, ça veut dire que PGC1 protège de façon endogène contre l'activité, contre le stress qui est induit par le MPTP. Ce que vous voyez ici aussi, c'est dans le chaos la nitrosylation des protéines. Donc, parce que là, vous faites un stress oxydatif avec le MPTP, ça peut se voir avec la nitrosylation des protéines, avec un anti-nitrotyrosine. Et vous voyez que, évidemment, quand vous mettez du MPTP, vous faites un stress oxydatif sur vos cellules, mais si vous êtes dans un contexte PGC1-alpha, c'est énormément accéléré. Donc ça veut dire que c'est vraiment une protéine de protection. Et n'oubliez pas qu'elle agit avec la sirtuine-1. Je suis toujours avec ma sirtuine, moi. Donc, et ça joue aussi au niveau de l'hippocampe. Vous pouvez voir que quand vous faites... c'est un autre stress qui est lié, je crois que c'est de l'acide ibotinique ou de l'acide caïnique. C'est plus du MPTP, mais c'est une autre drogue qui n'est pas sympa. C'est de l'acide caïnique, oui. Donc c'est un stress qu'on appelle excitotoxique, qui est un agoniste du récepteur glutamatergique qui entraîne des décharges, ce qu'on appelle l'excitotoxicité. Vous dépolarisez vos neurones beaucoup trop et ils meurent parce qu'il ne faut pas être trop excité. Voilà, donc on bouffe trop d'énergie, voilà, et on meurt. Mais en l'occurrence, si vous faites ça dans un contexte KO pour PGC1-alpha, alors le stress oxydatif est beaucoup plus fort et vous avez une mort de cellules. Vous voyez ici, c'est l'expression de caspase qui indique que vos cellules vont bientôt disparaître et sont beaucoup plus fortes dans le contexte KO. Donc ça, c'était juste pour... donc vous voyez, c'est un tout petit peu l'idée, c'est que j'ai l'environnement, l'activité physique, le froid, le glucagon, toutes sortes de stress qui induisent l'expression de PGC1-alpha, mais aussi le passage de PGC1-alpha dans les noyaux. Et ça, c'est une activité sur la mitochondrie et la biogénèse et la respiration. Mais en même temps, comme vous voyez, ça induit aussi la formation de ROS. Donc, parce que j'ai plus de mitochondries, parce que je fais plus d'ATP, je crée plus d'éléments toxiques. Et le PGC1-alpha est capable aussi de protéger contre les ROS qu'il génère. Hein. Donc c'est un cercle à la fois vicieux et vertueux, c'est-à-dire que j'allume le feu, je suis un pompier pyromane, j'allume le feu et je vais l'éteindre, et je m'appelle PGC1-alpha. Mais il n'y a pas que lui qui fait comme ça, en fait. Il y a d'autres petites bêtes qui font comme ça, et peut-être que nous en parlerons. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous raconter tout encore cette année, mais c'est promis, on arrête cette année, même si je ne vais pas jusqu'au bout, d'accord? Voilà. Mais je ne tiens pas toujours mes promesses. Donc, si je vois des choses marrantes, j'aurais peut-être envie de vous les raconter aussi l'année prochaine. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine et que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux. Ah, quand même, ça c'est la chose importante pour ceux d'entre vous qui veulent savoir ce qu'il faut faire à quelle heure. Hein, ça commence, ça dépend pour qui. Mais vous voyez, la synthèse de mélatonine commence à 9 h le soir. Hein, c'est une enzyme qui est très importante par la glande pinéale et elle s'arrête
vers 5 heures du matin, je crois, un truc comme ça. Oui, vers 7 heures du matin. Donc en fait, c'est vraiment une enzyme de nuit. Elle pique à 5 heures du mat, hein, chez les gens relativement jeunes. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut faire. Alors voilà, ne prenez pas votre pression sanguine à 18h30, ça va vous déprimer, ni la température. Mais bowel movement suppress, c'est pour ça qu'on peut rester au lit jusqu'au matin. Ici, vous avez une augmentation aussi de la pression. Là, c'est les hauts taux de testostérone, c'est vers 9 heures. Tous les garçons vous le diront. Et puis, si vous voulez courir, c'est plutôt l'après-midi en fin de journée. Mais il faut avoir le temps. Voilà. Je vous remercie.